Bonjour, je suis Dr Chati Omar, praticien hospitalier en anesthésie et réanimation aux hôpitaux de Paris et Île-de-France. Aujourd'hui, on va traiter le sujet de l'expérience française en matière de la prise en charge des malades Covid. On sait tout le monde que la crise sanitaire a commencé initialement en Chine, puis s'est répartie en Iran. Ensuite, s'est répandue en Italie, enfin la France et partout dans le monde, elle devient une pandémie grave. Tout de suite, la France a pris les mesures nécessaires. Elle a mis un plan d'action qui se référait à un modèle statistique et épidémiologique bien particulier. Elle a mis en œuvre la participation de tous les secteurs concernés, y compris la médecine de ville, les établissements de la santé et bien sûr les services médico-sociaux. La cinétique de la transmission du virus Covid-19 se répartit en 4 phases. Les 2 premières phases, c'est la phase d'endiguement, et puis les dernières phases, c'est la phase d'atténuation. La phase 1 comporte à isoler les cas sporadiques et les mettre en quarantaine. La phase 2 montre une augmentation de la cinétique de la transmission du virus, et les mesures qui ont été prises pour freiner la propagation consistent à restreindre les rassemblements, à fermer les écoles dans les zones à risque, identifier tous les foyers de contamination et les protéger, et bien sûr augmenter les capacités sanitaires dans tous les établissements concernés. La phase 3 comporte une transmission exponentielle et rapide du virus Covid-19. Pour cela, il y a plusieurs mesures qui ont été prises pour atténuer les effets de l'épidémie, y compris la restriction de rassemblement, fermer les écoles sur tous les territoires français, suspendre les transports en commun, et bien sûr, il y aura une saturation des moyens sanitaires qui ont été déployés pendant cette phase-là. Puis la phase 4, c'est le retour à la normale, bien que d'autres nouvelles épidémies qui peuvent apparaître pendant cette phase-là. Pendant la phase d'atténuation, les patients non graves seront pris en charge en ville. Les patients qui sont graves seront pris en charge dans les établissements de santé de première ligne et de deuxième ligne. Et enfin, les patients qui sont fragiles, tels que les sujets âgés ou les handicapés, ils seront pris en charge essentiellement dans les établissements médico-sociaux. En phase épidémique, les patients non graves seront pris en charge essentiellement à domicile afin de ne pas saturer les établissements de santé. Cela permettra essentiellement de réduire et de diminuer les consultations non urgentes aux services d'accueil. Pendant la phase ambulatoire, plusieurs critères ont été définis afin de prioriser les patients auxquels on va réaliser les tests diagnostiques. Parmi ces critères-là, il y en a qui sont liés à la gravité avec l'installation de ASRA ou une pneumopathie hypoxémiante. En effet, les personnels de santé ayant manifesté des symptômes évocateurs sont les prioritaires afin de leur réaliser des tests diagnostiques. Enfin, les patients hospitalisés présentant une symptomatologie qui est grave, ou bien les immunodéprimés tels que les donneurs d'organes, les patients graves en réanimation présentant une extraction virale, ou bien par exemple dans des collectivités telles que les sujets âgés, en prenant 3 tests par unité, s'ils seront positifs, donc toute la collectivité sera mise en quarantaine. Afin de faciliter la prise en charge des patients en médecine de ville, des téléconsultations avec hospitalisation à domicile ont été mises en place. Le SAMU joue un rôle primordial dans la prise en charge des patients en phase épidémique, et cela suite à l'augmentation des appels entrants. Il permettra d'identifier des signes de gravité ou de sévérité et de les orienter vers des structures adaptées. Par ailleurs, il permettra d'assurer une coordination entre les différentes structures, essentiellement entre l'ARS ou l'Agence régionale de la santé, équivalent à la Direction régionale de la santé en Tunisie, et bien sûr avec les services d'incendie et de secours des sapeurs-pompiers et les transporteurs sanitaires. En effet, ils apportent leur soutien et bien sûr un appui logistique. Pour faciliter la tâche du SAMU, toute une filière avec une ligne dédiée ont été mises en place qui permettra d'orienter les patients qui ont la difficulté d'avoir un médecin pour les examens, d'avoir un médecin disponible pour la prise en charge. Par ailleurs, le SAMU permettra de déployer toutes les équipes de SMUR afin de se mobiliser pour la prise en charge des patients ayant présenté des signes de gravité et de les orienter vers des établissements de première ligne ou de deuxième ligne. Les établissements de première ligne constituent la pierre angulaire du dispositif régional, tout en apportant une expertise et un appui méthodologique. Et cela, bien sûr, par le biais d'un programme de formation en cours qui sera élaboré, qui permettra de décrire toute la procédure d'accueil de ces patients Covid, d'identifier rapidement ces patients
et bien sûr mettre en place le protocole de prélèvement et aiguiller le parcours du patient Covid. Une fois les établissements de première ligne seront saturés, ces derniers demanderont l'aide des établissements de deuxième ligne. En effet, ils permettront de mettre en place tout un circuit interne sécurisé pour l'accueil et l'hospitalisation et bien sûr la réalisation d'un diagnostic microbiologique des patients de Covid-19. Les établissements de première ligne et de deuxième ligne veillent à mettre à jour les capacités en lit de la réanimation du type respiratoire pneumologique, les salles de surveillance continue ou les unités de soins continus et bien sûr les salles de surveillance post-interventionnelle. Cela permettra de raccourcir la durée de la mobilisation de la réanimation. Un état des lieux sera réalisé au sein des établissements de première ligne et de deuxième ligne concernant les équipements biomédicaux. En effet, tout le stock d'oxygène médical, y compris les évaporateurs et les bouteilles, seront vérifiés. Par la suite, tous les personnels compétents capables de travailler en réanimation seront appelés. Et enfin, toute activité chirurgicale non urgente et toute activité médicale, bien sûr, non urgente, seront déprogrammées. En cas de pandémie ou une aggravation de la situation d'épidémie, les établissements de troisième ligne seront appelés pour renforcer les établissements médico-sociaux. Ils auront pour but d'accueillir les patients qui seront récusés par la réanimation ou bien d'accueillir des patients qui sont non graves mais ils nécessiteront une hospitalisation nécessaire afin de surveiller une autre pathologie. Mais en cas d'aggravation sur le plan respiratoire, ces patients-là seront transférés vers les établissements de première ligne ou de deuxième ligne. Des ondes-tampons ou des ondes de tri ont été créées à l'entrée de l'hôpital afin de prendre en charge les patients asymptomatiques qui se présentent spontanément ou ils sont régulés par le SAMU. On identifie les patients relevant d'une hospitalisation selon un circuit unique et sécurisé. Seuls les patients nécessitant une évaluation paraclinique seront admis aux urgences. En effet, le service d'accueil des urgences comportera double circuit. Un circuit à haute densité virale aux zones rouges et un circuit à basse densité virale aux zones bleues. Les zones à haute densité virale correspondent à tous les services d'accueil, les zones du tri, les services des urgences non sectorisés ou bien les services qui ne pourront être sectorisés comme la radiologie. Par contre, les zones à basse densité virale correspondent aux services qui accueillent des patients qui ne présentent pas des signes évocateurs du Covid-19. Cependant, des patients qui ont été hospitalisés initialement dans des zones à basse densité virale pourront être basculés dans des zones à haute densité virale dès l'apparition des symptômes évocateurs. Les patients qui présentent des facteurs de risque tels que l'âge supérieur à 70 ans, hypertension artérielle, AVC, diabétique chronique, insuffisance respiratoire chronique, insuffisance rénale chronique et dialysée, les cirrhotiques, les immunodéprimés, les femmes enceintes, les obèses seront admis en unité de soins continus dès l'aggravation de l'état respiratoire avec l'installation d'une polypnée au-delà de 24 cycles par minute et une désaturation au-dessous de 95%, une instabilité hémodynamique ne nécessitant pas l'administration des catécholamines et l'apparition de troubles de vigilance. Ces patients seront transférés systématiquement en réanimation dès l'installation d'une insuffisance respiratoire aiguë et la mise en place d'une oxygénothérapie au-delà de 6 litres par minute, ou une insuffisance circulatoire avec la nécessité de l'administration des catécholamines, ou l'installation de toute autre défaillance d'organes. Par ailleurs, les patients qui présentent des facteurs de risque sans signe de gravité seront obligés de porter le masque pendant 14 jours, seront pris en charge en ambulatoire par leur médecin généraliste d'une manière très rapprochée. En cas d'aggravation, ils seront transférés par le SAMU dans les établissements de première ligne ou de deuxième ligne. Et le médecin généraliste veille à les surveiller au moins une fois par semaine pendant la première semaine et la deuxième semaine. Une fois le patient Covid-19 sera hospitalisé, toute une série d'examens biologiques sera faite, tels que la numération de la formule sanguine à la recherche d'une lymphopénie. Bien sûr, un bilan hépatique complet sera fait pour détecter toute une anomalie hépatique associée. Un test de grossesse sera fait chez la femme jeune. Des séries d'hémoculture si une fièvre apparaissent. Des séries de gaz de sang seront faites si oxygénodépendance. Des séries de examens cytobactériologiques si des expectorations apparaissent. Et bien sûr, il ne faut pas oublier la coexistence des infections virales avec l'infection Covid. Et bien évidemment, la recherche de la grippe, de la légionellose et de la pneumococcie sera systématique.
Par ailleurs, un examen cardiaque est obligatoire afin d'évaluer le segment QT à l'électrocardiogramme. Un examen tomodensitométrique thoracique sera discuté en fonction de l'aggravation de l'état respiratoire. Par la suite, le patient Covid hospitalisé sera mis sous oxygénothérapie systématique avec comme objectif une saturation à l'ordre de 92% pour les patients connus d'insuffisance respiratoire chronique, au-delà de 95% pour les patients non connus d'insuffisance respiratoire chronique, une anticoagulation préventive et systématique parce que l'atteinte par le Covid-19 est une atteinte emboligène. S'il y aura une grippe qui est associée, le patient sera mis sous Tamiflu pendant 5 jours. Les patients qui seront admis à l'unité de soins continus seront mis sous antibiotiques s'ils présenteront des expectorations purulentes ou des images radiologiques évocatrices d'une infection bactérienne. Autrement, les patients admis en réanimation seront mis sous antibiotiques en fonction d'une surinfection bactérienne précoce ou une surinfection bactérienne tardive. Les patients Covid positifs mis sous oxygénothérapie au-delà de 3 litres par minute et ayant des lésions scanographiques bilatérales, ayant des facteurs d'aggravation associés, seront mis sous un traitement à base de hydroxychloroquine en dehors de toute contre-indication cardiaque. Autrement, ils seront mis sous un traitement anti-rétroviraux tel que lopinavir ou ritonavir. En Ile-de-France, le schéma thérapeutique sera légèrement différent par rapport à celui qui a été décrit à la PHP. En effet, pour les patients présentant des signes de gravité, sera mis sous quadruple traitement à la base de spiramycine ou rofamycine, cifotaxime ou clavuran, hydroxychloroquine et bien évidemment un traitement antirétroviral. Pour les patients qui ne présentent pas des signes de gravité, ils seront mis sous un double traitement à base de hydroxychloroquine et un traitement antirétroviral. Par ailleurs, en cas d'une dyspnée aggravante, le patient il sera mis sous traitement azithromycine devant tout signe d'aggravation respiratoire. Pendant ces derniers jours, on a beaucoup parlé des études qui ont été faites concernant l'association d'hydroxychloroquine à l'azithromycine, y compris celle qui a été faite par l'équipe de Dr Raoul à Marseille, qui a montré des résultats satisfaisants en sauvant 20 patients parmi 24. Ça reste un petit échelle, mais peu importe, le bon sens de tout ça, il faut garder dans l'esprit qu'en cas d'aggravation chez un patient Covid positif, il faut le réanimer en urgence. Les patients Covid positifs hospitalisés nécessitent une surveillance stricte et régulière, clinique, biologique, microbiologique et même scanographique. En effet, un scanner thoracique devrait être fait au-delà de 4e jour en cas d'aggravation respiratoire. Il ne faut pas oublier que la pathologie Covid positive, c'est une pathologie emboligène. Donc, devant toute aggravation respiratoire, il ne faut pas oublier qu'une embolie pulmonaire peut être constituée. Par ailleurs, devant une disparition des signes cliniques, la surveillance par la pratique de PCR devait être régulière chaque 3 jours jusqu'à la négativation des résultats. J'arrive au terme de ma présentation. Je tiens à remercier tous ceux et toutes celles qui m'ont suivi. Je vous souhaite un bon rétablissement et un bon confinement. À très bientôt.